Traditionnellement, mais c'est parce qu'il nous a offert cette salle, qui est un ancien presbytère, paraît-il. Donc merci à Alain Deverne de nous accueillir. Merci aussi à Olivier Angelard. C'est Olivier Angelard qui, il y a à peu près environ 18 mois, 2 ans, a eu cette idée de faire ce cycle de conférences et d'introduire Alsus le Dieu dans ce cycle. Ça s'est passé à Abbeville où Alsus le Dieu a passé une bonne partie de son existence. Et puis, tout de suite dans la foulée, il a eu, il faudrait refaire cette... ça s'est passé au mois de janvier l'année dernière. Et Olivier a eu cette excellente idée de faire profiter de cet exposé de la commune de Demuin. Et moi, ça me plaisait d'autant plus que ce travail que j'avais fait, c'est bon aussi d'en faire profiter les habitants de Demuin. Merci aussi à vous tous, public, qui êtes venus. Sans vous, s'il n'y avait personne, on ne ferait pas de conférence. Donc merci d'être présents. Je sais qu'il y a des gens de Soissons. Moi, je vais vous dire qu'il y a plus loin que Soissons, je crois, que Valenciennes, c'est un peu plus loin. Il y a 2 personnes de Valenciennes qui sont des Picardisans du Ponthieu, qui sont mes amis et qui m'ont fait ce plaisir d'être présents parce qu'ils n'avaient pas pu venir à Abbeville. Donc Soissons et Valenciennes, on ne va pas regarder sur la carte quelle est la ville la plus lointaine, mais merci d'être présents. On va commencer par une série de diapositives pour vous présenter le plan de l'explosé. Ça ne dure pas très longtemps, il y en a pour 3 minutes à peu près. Oui, allez-y. Voilà donc Alsus le Dieu, j'espère que je n'aide pas, peut-être, vous voyez bien. Donc un défricheur de la culture picarde, et nous sommes le 20 janvier 2006. Alors c'est un portrait d'Alsus le Dieu qui a été pris dans un de ses livres. Il a été un des premiers à introduire la photographie, qui était quand même relativement récente, puisque les premières photos datent de 1860, à introduire la photo de l'auteur. Et là, il doit avoir à peu près une quarantaine d'années. Là, il est déjà un peu plus vieux. Ça a été pris dans une biographie d'Anthony Booth, qui était une historienne de Saint-Valery, qui avait fait une biographie d'Alsus de Dieu du temps de son vivant. Et là, il doit approcher, il doit être à peu près la cinquantaine. Et je pense que celle-ci, c'est autour de... doit être un peu plus vieux. Il doit avoir une soixantaine d'années. Mais on reconnaît bien Alsus le Dieu. Il a un œil un peu malicieux, la barbichette, le crâne un peu dégarni. Mais toujours ce nœud papillon. Et puis, sans doute une décoration sur la redingote. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas lire, mais c'est assez intéressant parce que ici, c'est un extrait des registres aux actes de naissance de la commune de Demuin en l'année 1850. Alors, on voit que son père, on voit mieux un peu sur cette diapositive, hein, son père s'appelait Amable, sa mère s'appelait Robertine, Robertine Vincenot. Son père était boulanger, hein, ils ont eu 3 enfants, Alsus le Dieu est le 3e. Et le 3e enfant, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette... alors il avait deux parrains qui témoignent, c'est pas les parrains, c'est 2 témoins qui témoignent de la naissance de l'enfant, et le maire a signé au bas de cet extrait de naissance. Alors je commence par vous présenter quelques titres d'ouvrages. La première partie de ces ouvrages, c'est une partie historique. Hein. Il était d'abord historien local. Et il a commencé, quand il était instituteur, à écrire l'histoire des communes qui vont de Roye à Montdidier, hein, par la voie SNCF. C'est un livre qui a été édité en 30 exemplaires, Excursion du Bas-Santerre. Et puis, une de ses œuvres majeures, c'est l'histoire de votre village, merveilleux village. Si on pouvait avoir les historiens qui avaient fait
de cette manière l'histoire des 783 communes, on aurait une mine d'or. Je peux dire que, pour avoir consulté à peu près toutes les monographies des communes du département, l'histoire de Demuin est celle qui est la plus riche compte tenu du nombre d'habitants qu'il y avait. Il y a bien sûr eu des villes comme Abbeville ou Amiens qui ont été plus denses, mais celle de Demuin en 5 tomes est quelque chose d'exceptionnel. Alors, on y trouve dans cette monographie un petit dictionnaire du patois picard. Il a aussi écrit l'histoire du canton de Moreuil, commune par commune. Alors ici, c'est une réédition par Res Universis. Il y a quelques ouvrages qui ont été réédités par le principe de la photocopie, qui ont permis à des gens comme moi, des passionnés, de prendre quand même, de faire quelques acquisitions intéressantes. C'était aussi, en même temps qu'un historien, c'était aussi un copieur de textes. Il a sorti des archives, des manuscrits, qui seraient certainement restés dans l'oubli si la Suisse de Dieu n'avait pas été là. Et il a sorti l'histoire des doyennés du diocèse d'Amiens, qui avait été écrit par un curé qui s'appelait le père d'Air, qui avait été écrit aussi l'histoire d'Amiens. Il a sorti ces histoires des doyennés, il a apporté un commentaire, et ces commentaires sont quelquefois plus riches que le texte lui-même. Et c'est là où il a été très bénédictin dans le travail, parce que traduire des manuscrits du père d'Air qui étaient écrits quelquefois dans un vieux français, les mettre en picard d'aujourd'hui et à la disposition du public, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Après avoir fait l'histoire, la période d'Alsus Le Dieu où il était historien local, il a écrit beaucoup pour les traditions et le folklore. Son premier livre sur les traditions a été celui-ci, Les Vilains, dans les œuvres des Trouvères. Les Vilains, on peut dire que c'était les roturiers, hein, ceux qui n'étaient pas nobles, mais dans le sens utilisé par Alsus Le Dieu, c'est plutôt les paysans. Les paysans dans les œuvres des Trouvères, les Trouvères c'est les troubadours du Nord, on peut y ajouter les ménestrels et les jongleurs. Et l'apport d'Alsus Le Dieu dans le folklore et dans les traditions est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est le premier qui a inclus dans les monographies locales un chapitre sur les coutumes et quitte, en ce qui concerne l'histoire de Demuin, à en faire un livre à lui tout seul, quoi. Dans une conférence faite par à l'initiative des Rosati en mai 1903, une conférence qui a été publiée, qui s'intitule « Les fabliaux dans la tradition », il refait l'histoire du conte et l'importance du conte dans l'histoire depuis le Moyen-Âge. Et ce livre est assez exceptionnel aussi. Parmi tous les livres sur les contes, le Magistère de Père Noël, qui est un livre luxueux, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Il existe aussi le blason populaire de la Picardie. Alors, celui de Demuin, c'est celui d'Alsus Le Dieu. En ce qui concerne Demuin, c'est chez Capieufin de Demuin. Mais j'en ai appris un tout à l'heure qui est pas mal non plus, et monsieur le maire est là, et il va nous le dire. Chez Cupon 2. Chez Cupon 2. Chez Cupon 2, ouais, c'est assez remarquable aussi. Dans les livres sur les contes, il a écrit 4 livres en picard qui ont été publiés, et de Poiré Raster. Et je voulais remercier Laurent de Vim, qui spontanément a accepté de nous en lire un tout à l'heure. Un sur... pris parmi les 400 contes qui ont été publiés par Alsus Le Dieu. On verra qu'il y aura aussi des contes licencieux, et il y en a qui sont pour pas toutes les oreilles, mais bon, comme il n'y a pas trop d'enfants ici, ça ira. Et là aussi, Laurent de Vim va nous en lire un qui n'est pas appliqué des hannetons.
Alors on termine, oui, toute vie a une fin, hein, voilà, Alsus Dieu est né à Demuin et il est décédé dans le village de son épouse, à Lincheux, dans le canton d'Ornois, mais son corps repose à Abbeville, dans le cimetière de la Chapelle. Voilà, donc tout ça pour vous annoncer on peut peut-être mettre de la lumière. C'est bon, attends, on appuie sur la touchette 5. Non. On va en mettre. Alors, chez Top Femme, pourquoi chez Top Femme? Tu me diras. Donc je vais vous rappeler le plan qui est en 4 parties. La vie d'Alsus le Dieu, hein, en tant qu'instituteur d'une part et en tant que conservateur de la bibliothèque municipale d'Abbeville. Son œuvre, ensuite, pour la deuxième partie, décomposée en deux. L'œuvre en tant qu'historien local, on verra qu'il était surtout auteur de monographies, copieur de textes, mais aussi biographe. Et dans l'historien des traditions et du folklore, on fera l'analyse de quelques œuvres majeures d'Alsus le Dieu. La conclusion étant que cette œuvre est aujourd'hui indispensable pour celui qui s'intéresse à l'histoire locale. Alors, quand on s'intéresse à l'histoire locale, aux traditions, au folklore, Alsus le Dieu est un personnage incontournable. C'est l'historien de la Picardie le plus prolifique, avec une publication de plus de 160 ouvrages. Aucun historien n'a écrit autant d'ouvrages qu'Alsus le Dieu. Et vous pouvez vous poser la question de savoir comment avons-nous fait pour... quels sont les matériaux qui ont été à notre disposition pour faire cet exposé d'Alsus le Dieu. Alors, d'abord, l'impressionnante quantité de ces ouvrages, 160 ouvrages. Je peux vous dire aujourd'hui que j'en ai lu à peu près une centaine, et que pour tous les autres, j'ai au moins lu la préface. Nous avons une chance extraordinaire, c'est qu'il a déposé au moins un de ses ouvrages à la bibliothèque d'Abbeville, qui possède entièrement l'œuvre d'Alsus le Dieu. Une partie de ses ouvrages est aussi à la bibliothèque d'Amiens, et je crois que c'est Abbeville qui possède l'intégralité de son œuvre. Alors, on a aussi des biographes qui ont écrit la vie d'Alsus le Dieu, mais ils se sont surtout étendus sur son œuvre. Alors, il s'agit d'Alfred Julia, qui était membre de la Société d'émulation d'Abbeville, d'Anthony Wood, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis il faut aussi saluer Marcel Godet, qui est son principal biographe, qui lui a fait la biographie après sa mort. Elle a été publiée dans un bulletin de l'archéologie de la Société de Saint-Valery. Elle fait à peu près une soixantaine de pages, et elle relate le caractère un peu impétueux d'Alsus le Dieu. Et moi, personnellement, je suis parti sur cette base, et j'ai ensuite fait des recherches parmi les archives déposées, notamment toute sa correspondance qui a été déposée à la bibliothèque d'Abbeville, pour pouvoir vous en dire un petit peu plus. Il ne faut pas oublier que tous les articles de presse, ils sont plus de 300 à peu près dans les différentes revues. Il participait environ à 15 revues. C'est énorme tout ce qu'il a écrit. Alors, pour bien comprendre Alsus le Dieu, il faut le situer. Il est né en 1850. Il a commencé à être opérationnel dès l'âge de 25 ans, en 1875. Mais il faut donc le situer dans cette partie de la fin du 19e siècle et le comparer un petit peu aux historiens qui sont en place à l'époque. On a l'abbé de Cagny. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire locale, il est originaire de Péronne. Il a écrit toute l'histoire de l'arrondissement de Péronne, commune par commune. C'est un travail de bénédictin assez important. Mais il n'a écrit que sur l'arrondissement de Péronne. D'un autre côté, à l'ouest du département, vous avez un monsieur qui s'appelle Praron, qui a écrit, lui, la même chose que de Cagny, mais sur l'arrondissement d'Abbeville.
Il a écrit l'histoire des 300 communes. Bon, il a écrit beaucoup sur Abbeville aussi. La totalité de ses ouvrages, c'est 60 ouvrages. Pour l'abbé de Cagny, c'est une vingtaine. Et quand on sait que le Dieu arrive à 160, il est de loin le plus prolifique. Alors, à gauche de Cagny, à droite Praron, et puis au milieu, vous avez Desluhuin. Il est presque né dans le milieu du département, hein, puisqu'il est né ici, ses parents étaient boulangers. Alors pour ceux qui sont de Desluhuin, ce serait peut-être intéressant de savoir où se trouvait cette boulangerie. Personnellement, je n'ai pas fait ce genre de recherche. On sait qu'il n'a pas eu d'enfant, qu'il a dédié notamment les livres sur Desluhuin, il les a dédiés d'un côté à son père, la deuxième ou la troisième partie, il les a dédiés à ses neveux. Il avait 2 frères, donc on peut supposer qu'il y avait des Ledieu qui ont certainement quitté le pays entre 1900 et 1920, et ce serait intéressant d'aller un peu plus loin pour savoir si effectivement il y a des descendants au moins des petits-neveux, des arrière-petits-neveux d'Alsus Ledieu, qui aujourd'hui ne se sont pas manifestés. Alors, il y a peut-être des gens de demain qui en savent un petit peu plus que moi là-dessus. J'avoue ne pas avoir fait de recherche généalogique. Pour terminer là-dessus, Alsus Ledieu est certainement celui qui a le plus écrit sur la Picardie. C'est pas l'historien d'un département, c'est pas l'historien d'un arrondissement, c'est celui d'une province. Alors, réduire l'histoire locale à ces 3 hommes à l'époque, ce serait quand même un peu réducteur. Il faudrait citer Émile Coé à Roye, qui a écrit 2 volumes assez exceptionnels sur l'histoire de Roye, Victor de Beauvillé à Montdidier, François César Louandre à Abbeville, puis bon, il y en a bien d'autres encore, je vous cite seulement les plus importants. Alsus Ledieu quitte le village de Desluhuin à l'âge de 18 ans pour aller à l'école normale d'Amiens. Il sort avec son diplôme d'instituteur à 21 ans. Il n'a pas appris le latin, on verra que ça aura de l'importance dans sa carrière. Il ne fait pas son service militaire, mais je ne sais pas pour quelle raison. Ce que je sais, c'est qu'il exerce son premier poste d'instituteur à 21 ans dans le petit village d'Aubercourt, hein, qui est tout près d'ici, et il reste pendant 1 an. On verra que plus tard, il aura pris des notes sur Aubercourt déjà, et qu'il fera l'histoire d'Ignaucourt et d'Aubercourt. Il est nommé ensuite à Saint-Marc-les-Triaux. C'est un petit village tout près de Roye. Et c'est là qu'une rencontre, lorsqu'il est à Roye, va changer le cours des choses. Cette rencontre, c'est un pharmacien qui consacre plus de temps à l'histoire qu'à sa pharmacie et qui s'appelle Émile Coé. Alors, Émile Coé est responsable de la bibliothèque de la ville de Roye. Il vient d'écrire un livre monumental de plus de 800 pages sur l'histoire de la ville de Roye. Ce livre qui est couronné par la Société des antiquaires de Picardie, qui reçoit le prix Le Prince. Et c'est Émile Coé qui initie Alsus Ledieu à l'histoire locale. Lui prête tous les livres de la collection, et puis il l'invite dans la bibliothèque de Roye, où il y confie tous les ouvrages intéressants sur l'histoire locale. Et là, il prend le virus de l'histoire, et puis il obtient la confiance d'Émile Coé, et il a même la clé de la bibliothèque de Roye, et il passe tous ses loisirs dans cette bibliothèque. Il commence, il a à peine 23 ans, 24 ans, à écrire dans les journaux des premiers articles. Il écrit dans le Propagateur Picard de Montdidier. Il écrit aussi dans le Franc-Parleur de la même ville. Son premier article, ça concerne une nécrologie où il fait l'éloge d'un réactionnaire clérical. Et parallèlement aux articles de presse, il commence à rédiger l'histoire du village de Desluhuin. Et puis,
il s'intéresse là où il habite, c'est-à-dire à l'histoire de Saint-Marc, et il publie sa première monographie, c'est-à-dire l'histoire de Saint-Marc-le-Trio. À peine terminé l'histoire du village de Saint-Marc-les-Trio, il a 24 ans, il publie l'histoire des Démuins et ses seigneurs, qui n'est pas le volume, qui n'est pas l'histoire des Démuins en 5 tomes, c'est un résumé d'ailleurs qui est sur cette table, l'histoire de Démuins et ses seigneurs, qui fait 68 pages. Il présente ce manuscrit à la Société des antiquaires de Picardie, et il est récompensé d'une médaille de bronze qui le satisfait, puisqu'il continuera par la suite à déposer des ouvrages. Il ne reste pas longtemps à Saint-Marc-les-Trio, hein, il reste pendant 4 ans. Il affiche des opinions républicaines un peu trop indépendantes au gré du gouvernement en place, et c'est quelque chose qui, dans l'éducation nationale de l'époque, n'est pas très apprécié. Et à suite lieu est sanctionné. Il est muté dans un petit village à l'autre bout du département, dans le canton d'Ornois. Et cette mutation est considérée comme une punition. Alors, à toute chose, malheur est bon. C'est là qu'il rencontre sa future épouse. Elle a 19 ans. Et nous sommes en 1876 et il l'épouse un an après, c'est-à-dire en 1877. Là aussi, dans ce village, il en profitera pour prendre des notes, écrire l'histoire du canton d'Ornois, plus quelques communes du canton de Boisemont, et il va appeler ça la vallée du Liger. La vallée du Liger est un livre très rare que personnellement je n'ai rencontré qu'à la bibliothèque d'Abbeville, mais il a publié ça dans les mémoires de la Société d'émulation d'Abbeville, et ces mémoires sont, on les trouve encore assez facilement. Cet ouvrage sur la vallée du Liger sera récompensé par le prix Le Prince, qui est la récompense suprême délivrée par les antiquaires de Picardie. Il restera 18 mois au Ken. Il est ensuite muté à Fourdrinois, qui est une petite commune du canton de Piquigny, à une douzaine de kilomètres d'Amiens. Et là, il peut se rendre facilement à Amiens, à la bibliothèque d'Amiens, où il se fait un ami, en la personne du conservateur, qui s'appelle Jacques Garnier, qui est aussi un grand écrivain qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la Picardie. Il est à Fourdrinois, il en profite pour écrire une petite histoire de Fourdrinois, et en feuilletant les manuscrits que votre commune a achetés en 1990, il y a ce manuscrit de l'histoire de Fourdrinois. Et c'est assez amusant parce qu'il m'a l'air beaucoup plus complet que le texte que je possède sur l'histoire de Fourdrinois. Il commence à en avoir marre d'être instituteur. Nous sommes en 1879, il a 29 ans, et il décide de quitter l'enseignement, sans avoir auparavant essayé de trouver un autre métier, et il a en vue la possibilité d'être conservateur de la bibliothèque municipale d'Abbeville. Il a quelques handicaps, c'est-à-dire qu'on demande un lettré, il faut connaître le latin. Le service militaire, ça passe, c'est pas obligatoire. C'était appréciable, mais bon, ça passe. Il ne connaît pas le latin. Par contre, il a quelques ouvrages derrière lui qui le sauvent un petit peu. Lorsqu'il présente sa candidature, il a pris soin de demander la protection de Ernest Praron, qui restera un ami toute sa vie, de François César Louan, qui est l'historien d'Abbeville, et ces messieurs défendent sa candidature à la mairie d'Abbeville, et grâce à eux, il devient conservateur de la bibliothèque d'Abbeville. Il peut donc abandonner son métier d'instituteur en toute sécurité, mais c'est un grand bonheur pour Assus Dieu
il a la passion de l'histoire locale, il sait qu'à partir de 1879, il a 29 ans, il va pouvoir consacrer toute sa vie, tous ses loisirs, toute sa vie professionnelle, on verra après qu'il travaille plus de 15 heures par jour, il va consacrer tout son temps à l'histoire locale. Alors, on va examiner rapidement comment s'est passée sa vie, puisqu'il restera 28 ans conservateur de la bibliothèque municipale d'Abbeville. On verra que la municipalité lui confiera en même temps la conservation des musées, avec une interruption de 10 ans. Ça le passionne, mais il ne peut pas tout faire non plus, donc il sera au musée de façon accidentelle. À son arrivée à Abbeville, il n'a qu'une idée en tête, c'est de publier tous ses écrits, c'est-à-dire qu'il contacte la presse et il leur dit « moi je peux vous offrir, je peux vous alimenter de traductions, d'histoires, de contes ». Et toute sa vie, il sera correspondant de presse. Il va alimenter en texte à peu près 15 revues, il écrira dans les almanachs, les annuaires, mais ce n'est rien par rapport à tous les articles qui sont adressés aux sociétés savantes. Les sociétés savantes, il y en a deux dans le département qui sont célèbres, c'est la Société des antiquaires de Picardie et la Société d'émulation d'Abbeville. Plus de 50 communications seront adressées qui vont toutes être publiées. Alors, il exercera son métier jusqu'en 1907. Et là, pour des raisons de santé, il est obligé de prendre une retraite par anticipation. Il décède à l'âge de 62 ans à Lincheux, un peu contre toute attente, parce que sa santé allait mieux. Et c'est le village de son épouse. Alors, à cette époque, Alsuisse-le-Dieu est déjà un peu oublié. Il a quitté Abbeville. On verra qu'il se fâche un petit peu avec quelques personnalités. Et son biographe écrit « La foule des grands jours ne s'est pas déplacée ». C'est un euphémisme pour dire qu'il n'y avait qu'à son enterrement que la famille et ses amis. Il est inhumé au cimetière de la Chapelle, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Son épouse ira le rejoindre en 1941. Sa bibliothèque personnelle est alors vendue aux enchères en 1942. La ville d'Abbeville en achète une partie. Nous sommes en pleine guerre et la ville de demain n'a certainement pas été sollicitée. Ce qui est dommage parce que le reste a été dispersé et ça ressort de temps à autre dans une vente comme celle qui a eu lieu en 1990 et qui a permis à la commune des Muins de racheter une partie de ses archives. Vous dire, avant d'aborder l'œuvre d'Alsuisse-le-Dieu, vous dire quand même comment Alsuisse-le-Dieu travaillait. Il a appris le latin assez vite, grâce à quelques cours donnés par Ernest Le Praron. Le latin était utile pour déchiffrer les textes anciens, mais il apprend aussi la paléographie. Alors la paléographie, ça consiste justement à déchiffrer les textes anciens. Il apprend sur le tas, et il traduit, il complète à chaque fois avec des notions supplémentaires. Et puis, une fois qu'il a rédigé cet article, il l'adresse au journal, ou à une revue, ou à une société savante. Alors il procède alors à un deuxième tirage, ce qu'on appelle un tiré à part, donc une deuxième publication, souvent à des petits tirages, ça va de 50 à 200 exemplaires, pas plus. Et une fois qu'il a fait ça, il fait une compilation. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais aujourd'hui c'est le mot qui convient bien. Il ressort et il fait un livre avec tous ses écrits. Ce qui fait souvent entre 2 et 3 publications pour chaque article. Alors on peut y voir des raisons mercantiles, mais c'est pas ce qui motivait Alsuisse-le-Dieu. Il n'avait qu'une seule envie, et pour bien comprendre cet homme-là, il n'avait qu'une seule envie, c'est la vulgarisation de l'histoire, de façon à ce qu'elle soit accessible au public. Et toute sa vie, il aura une envie folle d'être publié. Et il utilise pour ça tous les moyens qui sont à sa disposition. On sait qu'il travaille vite, il travaille beaucoup, il ne prend pratiquement pas de vacances.
Sa puissance de travail est impressionnante, hein, je vous l'ai dit, entre 10 heures et 15 heures de travail par jour. Il ne laisse pas un travail commencer longtemps en souffrance et a coutume de commencer plusieurs écrits en même temps. Il a plusieurs articles, plusieurs livres qui l'occupent, et sa phrase favorite, c'est de dire un autre travail repose de l'autre. Alors, cette variété dans l'étude, c'est à peu près le seul repos qui se soit accordé. Vous dire quelques mots pour bien comprendre la source de Dieu sur son caractère. C'est difficile, hein, on peut en parler aujourd'hui parce qu'il n'est plus là et puis ses héritiers ne vont pas nous le reprocher, mais il avait une susceptibilité très très grande. Il s'est fâché avec beaucoup de monde. Et toute sa vie, il aura souffert de ne pas être reconnu par ses pairs. On dirait qu'il avait le complexe de ne pas avoir appris le latin et de ne pas faire partie du sérail de la grande famille des antiquaires de Picardie, qui étaient des besogneux à l'ouvrage. Puis eux, pour eux, être publié, c'était pas le problème, quoi. Lui n'avait pas la même conception de l'histoire. Il voulait que l'histoire soit offerte à tout le monde. Et n'ayant pas cette même conception, il ne se sentait pas... il ne faisait pas partie de la famille, quoi. Donc ça va le faire souffrir. On sait aussi que Alceste Dieu aime la polémique, hein, il a une plume très incisive, il n'hésite pas à dénoncer les abus, les injustices, et il éprouve, lorsqu'il le fait, beaucoup de plaisir. Voilà. Alors, quelques mots sur son caractère, quelques mots sur son ambition. On va maintenant passer à son œuvre, avec deux parties, hein, l'histoire locale, et puis la deuxième partie, l'étude des traditions, le folklore et la langue picarde. Il a une chance extraordinaire lorsqu'il arrive à la conservation de la bibliothèque d'Abbeville, c'est qu'il dispose de toutes les archives manuscrites de la bibliothèque. Et il va s'en servir. Et il va les dépouiller, il va les traduire, il va les publier. Mais il dispose aussi des registres des argentiers d'Abbeville, de toutes les délibérations de l'échevinage, de l'ancien conseil municipal avant 1789. Et puis sa notoriété fait qu'il accède à beaucoup d'archives de châteaux, des archives particulières qui vont lui permettre par exemple de faire des monographies sur Ronsard, un livre de 400 pages, des monographies sur Ignaucourt, sur Aubercourt, qui sont aujourd'hui très très riches au niveau du contenu. Il faut souligner chez Alceste Dieu une grande constance de la pensée, c'est-à-dire ce qui décide. Si on prend ses idées au moment où il commence à écrire en 1875, quand il a 25 ans, ce sont à peu près les mêmes idées quelque temps avant sa mort. Et il a une conception de l'histoire qui sera toujours la même. Toute sa vie, ça sera vulgariser l'histoire. Pour publier, il y a un moyen très simple, c'est d'être propriétaire de sa revue. Et c'est ce qu'il va faire, et il profite d'une opportunité. Il existe une revue, La Picardie, qui arrête sa publication en 1884. C'est une revue qui regroupe tous les écrivains de toutes les sociétés savantes du nord de la France. Cette revue s'arrête en 1884, et aussitôt Alceste Dieu a une idée, c'est de faire renaître sous un nouveau titre cette revue. 2 ans après, il prend la responsabilité du cabinet historique de l'Artois et de la Picardie. Le siège de cette revue se trouve à Abbeville, et cette revue sera publiée pendant 14 ans. 14 tomes qui seront une mine de renseignements extraordinaires sur l'histoire locale. Malheureusement, en 1900, ces abonnés ne sont plus que 40 et la revue cesse de paraître. En 1888, elle a associé parallèlement à ça, et alors qu'il vient, il n'y avait pas très très longtemps qu'il était à Abbeville, mais il fait déjà partie de la société d'émulation d'Abbeville, on crée
il s'est arrangé pour que ce poste soit créé pour lui, le poste de directeur de la publication, directeur des publications. Poste qu'il occupera jusqu'à sa démission de la société d'émulation en 1902. On verra qu'avec la société d'émulation, il aura des rapports un peu conflictuels, mais pendant ces 14 ans qu'il occupera le poste de directeur des publications, il s'en donne à cœur joie, et alors là, il publie tous les articles, il publie 4 livres, notamment un très très beau livre sur les armoiries, publié dans les mémoires de la société d'émulation, des publications luxueuses et qui n'ont jamais été rééditées depuis. On sait qu'Alsus Le Dieu, c'est d'abord un auteur de monographie. Il va écrire 74 monographies de villages. Hein, il y a 783 villages. Sur les 783 villages aujourd'hui, seulement 300 ont reçu l'histoire. Et il en a écrit à lui seul 74, c'est quand même énorme. Hein, de Roy-Montdidier, ça fait 21 monographies. La vallée du Liget, 28. Le canton de Moreuil, 21. Il faut ajouter des villages comme Tully, Villars-Bretonneux, Fransart, Crécy, Abbeville. Je vous ai parlé de Desmuins tout à l'heure, c'est pour moi la plus belle des monographies de villages qui existent. En même temps qu'auteur de monographie, c'était aussi un copieur de textes. On l'a vu avec l'histoire des doyennés du Père d'Air. Il a aussi écrit l'histoire du mémorial d'un bourgeois de Domar, qu'il a trouvé dans les archives. Cette histoire se passe pendant les guerres sous Louis XIII et Louis XIV. Donc on sait comment fonctionnaient les soldats grâce grâce à Alsus Dieu qui a fait ressortir ce manuscrit. Il aime bien aussi les récompenses, Alsus Dieu. Il publie, mais il aime bien aussi être reconnu en tant que tel. Et il donne ses livres à la Société des Antiquaires, un jury qui se réunit chaque année et qui distribue le prix Le Prince. Alors on a vu qu'avec Desmuins et ses seigneurs, il avait d'abord une médaille. Il aura eu 2 médailles d'or, la vallée du Liget, puis 2 années d'invasion espagnole en Picardie. Pour l'histoire du canton de Moreuil, il aura la médaille de bronze. Et pour celle de Desmuins en 5 tomes, qui pensait avoir fait une œuvre majeure, il sera seulement récompensé d'une médaille de bronze. Et cette médaille de bronze lui reste en travers de la gorge. Et parce que les commentaires, je vais vous les lire parce que c'est assez savoureux, les commentaires de la Société des Antiquaires de Picardie sont les suivants. Cet ouvrage porte dans son ensemble, même du point de vue du style, le cachet d'une facture trop prompte. Il y a 5 tomes, c'est jamais vu, quoi. Même du point de vue du style, le cachet, l'auteur se livre en mains endroits à des suppositions qui ne nous semblent pas toujours suffisamment justifiées. Quant aux faits qu'il reproduit, ils ont été pour la plupart rapportés dans d'autres ouvrages, récompensés précédemment par la société. C'est des ouvrages de lui. L'auteur s'est vraisemblablement proposé pour objectif l'instruction d'une classe de lecteurs peu versés dans les études historiques. C'était le but d'Alsus Le Dieu. Et toutefois, il convient de ne pas laisser sans récompense un travailleur consciencieux et dont les connaissances sont véritablement très étendues. Alsus Le Dieu est vexé. Il n'ira pas chercher sa récompense, et à partir de cette date, il ne donnera plus un seul ouvrage à la Société des Antiquaires. Alors, avant, il y avait déjà eu un incident. Je vous rate cet incident parce que ça montre un petit peu l'état d'esprit des personnages. On pense que c'était des savants qui étaient là enfermés dans leurs livres et il y avait aussi un petit peu de querelle. Les antiquaires de Picardie avaient protesté, toujours par écrit, par des communiqués écrits, envers Alsus Le Dieu, qui avait dit que du côté d'Abbeville, il y avait une terre qui avait reçu le droit de cuissage. Donc lui maintenait que ce droit de cuissage existait,
et des personnages comme, assez célèbres, comme Poujol de Fréchancourt, comme Albéric de Calonne, qui était l'historien d'Amiens, qui avait une certaine notoriété, et Darcy, François-Irénée Darcy, qui avait écrit l'histoire des bénéfices d'Amiens, l'histoire du canton de Gamache, des gens qui faisaient autorité, prétendaient que le droit du cuissage n'existait pas. Bon, une simple divergence de vue qui s'est vite transformée en conflit de personnes. 24 ans après, en écrivant le blason de Picardie, dans la terre de Druca, il se venge, quoi, et il dit ce qu'il pense de ses antiquaires, et il règle ses comptes. Il pouvait se permettre parce que Alsuste-Dieu avait une influence considérable. Il n'avait peut-être pas la notoriété des Albéric de Calonne ou des François-Irénée Darcy, mais il avait beaucoup de correspondants de journaux, il était dans le monde des instituteurs, il avait gardé beaucoup d'amis, il avait beaucoup de relations. Et ces relations créaient des liens, quoi. Donc il était en quelque sorte sur ses terres, il ne faisait plus partie des sociétés savantes à l'époque, et donc il s'est libéré. Mais bon, si je vous raconte cette anecdote, c'est parce que dans ces sociétés savantes, on pense que tout était limpide, que les gens étaient unanimes, les comptes rendus étaient très, très polissés, mais en réalité il y avait aussi beaucoup de mesquinerie, beaucoup de critiques, et puis comme partout, il y avait aussi, même à cette époque, de la rivalité. Il avait plusieurs cordes à son arc, Alsuste-Dieu. Il était historien, bien sûr, mais il était aussi biographe. C'est pas facile d'être biographe. Il a écrit une biographie de Millevoye, de Boucher-de-Perthes. On est sur Abbeville, hein, parce qu'il est à Abbeville. Millevoye est le poète abbvillois. Boucher-de-Perthes est, on a appelé entre guillemets, le découvreur de la préhistoire. Hein. C'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Il a écrit l'histoire de la biographie du père d'Air, il a écrit celle d'Ernest de Craron, beaucoup d'articles nécrologiques, pour vous montrer que la richesse que présentait l'œuvre d'Alsuste-Dieu. Alors, on a fini avec cette première partie en tant qu'historien. Je vous propose d'aborder et de terminer par Alsuste-Dieu en tant qu'historien de tradition. Il prend beaucoup de plaisir. On dirait que l'historien local, c'est son métier, et l'historien des traditions, quand il écrit pour les traditions, c'est ses loisirs. C'est sa récréation, les contes et les traditions. Il se régale. Et quand il en parle, c'est un véritable plaisir, quoi. Il passe dans les cafés. Le café de demain est souvent cité. Monsieur Devers me disait qu'il y en avait plusieurs, et ils les faisaient peut-être tous à l'époque. Il récupérait toutes les anecdotes et tous les contes. Et là encore, autant pour l'histoire que pour les contes, il aura cette soif de publier ses recherches. Alors il collectionne pendant plus de 20 ans, et il y a une solution pour ça. Autant il avait créé pour l'histoire la revue du cabinet historique, et puis il était devenu directeur de la publication de la Société d'émulation. Là, il crée la revue du Nord de la France. Alors, il n'est pas tout seul, hein, il crée ça en 1890. Il n'est pas tout seul, il est avec Henri Carnoy, qui est de Varlois-Bayon. Alors, Henri Carnoy, pardon, est professeur de lettres. Varlois-Bayon, c'est près d'Albert. Et il écrit... pour rappeler Henri Carnoy, son œuvre majeure, c'est une littérature orale de la Picardie, constituée par des contes, qui tirent sur le merveilleux et le fantastique. Et on évoquait le personnage d'Henri Carnoy tout à l'heure avec Laurent Deville. C'est bien Henri Carnoy et Alsuste-Dieu qui font la transition entre la tradition orale et la tradition écrite. C'est pour ça que Henri Carnoy est important dans le cursus d'Alsuste-Dieu, car il s'est beaucoup rapproché de lui, notamment dans la direction de ses ouvrages, mais pour publier son premier ouvrage qui s'appelle, ce que j'évoquais tout à l'heure, les vilains dans les trouvères, dans l'histoire des contes.
c'est l'apport fait par les paysans et raconté par les ménestrels de l'époque. Et c'est Henri Carnoy, qui est directeur de publication à l'époque, qui publie ce premier ouvrage et qui permet à Alsuste-Dieu de démarrer l'histoire des traditions. Alors, quelques mots quand même, je fais un petit aparté pour vous dire aussi qu'Alsuste-Dieu, il écrivait l'histoire, il a fait une petite incursion dans la politique. Il existait un hebdomadaire du côté d'Abbeville qui s'appelait le Pilote de la Somme, et il sera rédacteur en chef pendant plus d'1 an et demi. Alors, c'est important le Pilote de la Somme parce que il teste un petit peu quelque chose qui va être une œuvre majeure au niveau du folklore, c'est les blasons de Picardie. On verra tout à l'heure ce que c'est le blason populaire de Picardie, qui est pour moi son œuvre majeure. Il écrit là une poignée de dictons et de sobriquets, région par région. Des fois c'est Amiens, des fois c'est Abbeville, des fois c'est Ham, et il teste un petit peu le lecteur et savoir comment il réagit à ces blasons. Il écrit aussi dans l'éditorial de ce journal un article politique. Et il ne signe pas ces articles-là. On sait qu'il est profondément républicain, mais c'est intéressant de savoir quelles sont les opinions politiques d'Alsuste-Dieu. Alors on risque de décevoir certains, il était conservateur, bonnement. Mais il faut situer dans le contexte de l'époque. Il était contre Dreyfus. Alors c'est facile de dire quelques temps après, quand on a trouvé que Dreyfus était innocent. Mais bon, il s'est trompé, c'est tout. Bon, retenons simplement qu'il était conservateur, simplement pour satisfaire un petit peu notre curiosité. Ces éditoriaux ça serait amusant de faire un petit condensé aujourd'hui et puis de les publier. Bon, il faut absolument, pour les comprendre, tenir compte de l'actualité politique. Revenons aux fabliaux. Les fabliaux, dans la tradition orale en Picardie, avec cette conférence imprimée en 1903, cette conférence est fondamentale pour comprendre la démarche d'Alsuste-Dieu. Elle sert d'introduction à toute son œuvre sur le folklore et à tout ce qui va suivre, le magistère de Pernoy, le blason populaire. Je retiens cette phrase: notre Picardie est la province qui a fourni le plus grand nombre de fabliaux. Le plus ancien date de 1159. Les fabliaux étaient des contes à rire. C'est des sortes de caricatures plaisantes, versifiées par les trouvères. Et je suis heureux aujourd'hui d'avoir la présence de Laurent de Vimes, car il y avait peut-être, je ne connais pas, et peut-être Laurent pourrait nous en dire un peu plus là-dessus, mais Laurent aujourd'hui c'est la tradition il perpétue cette tradition des conteurs, et là-dessus on peut le remercier. Non, pas d'être présent, mais d'être vivant et de faire le métier qu'il exerce. Calme. Je laisse parler Alsuste-Dieu. C'est dans mon village que j'ai entendu les productions de notre ouvert. Alors, ça devait être dans les cafés à demain, c'est pas possible autrement. Les histoires salées ne sont racontées qu'en petit comité, en l'absence de tout étranger. Et c'est là où intervient le patois picard, qui est la langue naturelle du paysan picard. Le patois picard se prête merveilleusement au récit égrillard. Le picard n'est qu'une langue parlée. Il n'est devenu accidentellement une langue écrite que par la composition des petites productions qui ne doivent être considérées que comme des amusettes ou dont la publication en français n'aurait pas eu la même saveur. Cette littérature, forcément épicée, obtient toujours un grand succès auprès des campagnards. Je m'insurge contre le fait qu'elle soit qualifiée d'ordurière et de grossière. Cette littérature est tout simplement picarde, et ce n'est pas reconnaître le caractère picarde que de lui reprocher son signe distinctif. Alors, Alsuste-Dieu, pour conclure, nous fait part de la difficulté de collecter ces traditions populaires. Il faut être né à la campagne et savoir mériter la confiance des gens. Et je pense que
il y a tout un tome de l'histoire de Melun qui est consacré à ces histoires-là. Et il n'y a pas de témoins, hein, parce que ça se passait dans les années 1900. Mais ce serait intéressant quand même de... il y avait des conteurs qui, comme Roland Devime, comme Laurent, devait raconter des histoires. Et malheureusement, il ne s'expatriait pas, il restait à Desmuins. Je voudrais vous dire quelques mots sur le magistère de Pernois. C'était un des rares livres de présentation luxueuse qui a été fait par Alsus Le Dieu. Et Alsus Le Dieu, lorsqu'il a écrit le magistère de Pernois, en réalité c'est des contes qu'il avait entendus à gauche et à droite. On les a mis un petit peu sur le compte du village de Pernois, mais il en a quand même profité pour aller, parce que le magistère de Pernois aurait existé. Et il a quand même profité pour aller au village de Pernois, qui est un petit village du canton de Domar. Il a pris sa bicyclette, hein, à l'époque, il a fait Abbeville, c'était pas évident, il y avait presque 40 km, pour aller dans la journée. Hein, donc il raconte ça, qu'il est allé à Pernois, et dans son ouvrage sur le magistère de Pernois, il fait un petit historique du village, quoi. Donc c'est toujours cette passion à la fois pour l'histoire, où il introduit toujours les contes et les coutumes dans l'histoire du village. Alors ce magistère de Pernois, c'est quelque chose d'exceptionnel, de subtil, d'agréable à lire. On pourrait dire quelques mots sur le style d'Alsus Le Dieu. C'est une écriture qui a plus d'1 siècle et qui se lit encore très facilement aujourd'hui. Très simple, très facile à lire. Alors, le magistère de Pernois, c'est un insatiable, un gourmand qui buvait comme un chantre qu'il était, chantait avec beaucoup de talent, savait encadrer ses aventures par des bons mots, par des farces. Il y a là des exploits de gourmandise, des farces plaisantes, au détriment du curé, hein, toujours, de l'apothicaire, du médecin, du marchand de draps, un peu à la manière de Maître Patelin. Et je voudrais vous parler, avant de passer la parole à Laurent, du blason populaire de Picardie. Pour comprendre Alsus Le Dieu, et si on veut apprécier la portée de son œuvre sur les traditions, le blason populaire de Picardie est un ouvrage essentiel. Blasonner est un vieux mot qui signifie au sens figuré dire du bien ou du mal. Ce n'est pas le sens blason au niveau d'écu. Ces sobriquets, c'est des brocards, c'est même souvent injurieux. Ils étaient inspirés d'une façon traditionnelle par la rivalité des localités voisines. On sait que pour les recueillir, il a fait appel à tous les instituteurs et à de nombreux correspondants. Il a été publié en 2 fois, 2 tomes, en 1905 et 1910. Et là, je veux dire, des histoires égrillardes qui ne sont pas sous... Si vous lisez le blason de A jusqu'à Z, il y a quelques bonnes histoires salées. Ça nous permet, ce livre, de comprendre la verve d'Alsus Le Dieu, son tempérament, puis aussi sa susceptibilité, parce que quand on règle ses comptes, parce qu'on est arrivé à Druca et que là, ça lui rappelle quelque chose, bon, ben, je veux dire, il se fait plaisir, quoi. On trouve tout dans ce blason, on trouve des histoires initiatiques. Alors, l'histoire initiatique, c'est l'histoire de Puceau, hein, il y a même des histoires de viol, quand on prend le chapitre d'Arponville. Il y a des histoires scatologiques, hein, au chapitre de Moreuil, au chapitre d'Argicourt. Il y a Laurent qui va nous en lire une tout à l'heure. Il n'y a pas d'enfant, hein, qu'on peut se permettre, puis ça va être en picard, donc ça passe tout seul. Alors, au niveau des blasons, ça commence toujours comme ça, le blason, hein, chez Capiofane de Meun, chez Boyer-Rouge d'Ardinville, chez Baveux d'Arguet, chez Malou d'Arquève. Hein, Malou, c'est l'abeille qui se cogne contre la vitre, assimilée à la grosse mouche. Chez Farou d'Aubigny dans le canton de Corbie, Faro, hein, élégant.
chez Vendroul d'Aubercourt, alors Vendroul, Vandal, chez Mainjeune Merlon du Bourquet 2, hein, alors, chez Mainjeune Merlon, c'est presque difficile à traduire, c'est le mangeur de craie de Dolt, hein, le Bourquet 2 c'est chez Dolt. On a ici l'histoire du Bourquet 2 fait par Jean Leclerc qui nous vient de Valenciennes. Courtu, Courchel et puis Bayon, ils sont blancs comme nos caudrons. Alors, il y a chez Badrier d'Aumâtre, allusion aux amateurs de tarte albadrée, espèce de bouillie. Puis il y a ce blason un peu vulgaire chez Drissot, Zinguermeux. Les Zinguermeux, c'est les endroits. Alors, on termine avec ces blasons et on entame sur les contes. Les contes forment à peu près une dizaine de livres. Ce sont des contes à rire, hein, qui sont le répertoire des joyauderies. Ceux qui fréquentent les veillées, les conteurs d'histoire que l'on trouve toujours lors des banquets de toutes sortes. Et à partir de cette époque, la littérature orale s'arrête et la littérature écrite prend le relais. C'est un relais qui n'est pas éteint encore aujourd'hui. Et j'insiste sur la présence de Laurent parce que c'est grâce à ces conteurs-là que se perpétue la tradition. Grâce à Altus Le Dieu, ces textes ne sont pas perdus. Hein, c'est comme s'il avait fait une photographie qui aujourd'hui nous serait rendue. Et avec le recul, cette littérature a une valeur ethnologique. Nous avons ainsi une idée de la valeur populaire de ces gens simples, de la manière dont ils vivaient, et voire de leur éducation. Alors, on a deux sortes de contes chez Altus Le Dieu. On a ceux qui sont signés, hein, et on a Edquarry Raster qui forme 4 volumes, sont signés. C'est plus Altus Le Dieu, c'est Altus Le Du. Hein, j'ai oublié de vous faire remarquer tout à l'heure, mais il signe Le Du. Et puis il y a ceux qui ne sont pas signés, quoi. Alors, dans ceux qui sont signés, ben, peut-être que Laurent peut nous en lire un. On va l'intituler « Je délégué ». Je délégué, je vais dire, un fabliau, en fait, c'est un mot picard, un fabliau. Fabliau. Un fabliau, comme on dit, en fait, c'est avec un mot français qui aurait été un fablot. Parce qu'en picard, quand on dit on mouille, ben, on sait bien un couteau, un coutieux. Ou un coutiot, ça dépend d'où on vient. Alors, donc, je vais mettre mes lunettes et puis lire « Je délégué ». Un délégué. Alors, quand on dit du picard, il faut les remettre un chomolé dans un picard-ali. Hein. Quoi qu'il y ait de nous vieux, un nuit qui le demandait hier Tintin. Oh, ben, je ne sais point si au du nœud. À chaque les mêmes histoires les dépasser. Vers une Pentecôte, il est venu chier un espèce de grand proparien. Il s'est adressé à lui pour que je conduise à mon numère. Il se disait délégué du ministre de l'Agriculture. Numère, il a faut appeler tout ça, je ne sais plus gros bonnet de Chpoilly, et puis ils ont été tous à Chécan. Quand il est arrivé tout droit d'un piège d'avenne, un piège d'avenne, c'est d'avoine, hein, parce que là c'est important de traduire quand même chez Moller. Hein. Je délégué l'audit, on des eaux, qui est vieux blé. Schmer et puis chez Laboureux, ils se sont obéis, ça n'a rien dit. Un mois plus loin, il y avait un piège de pas mal. Je délégué, le père dit, ah non, des eaux, qui est vieux blé. Il l'a fait exprès qui s'est dit à part eux, Schmer et puis chez Laboureux, et puis chez Laboureux. Arrivé à une piège d'orge, je parisien, il se met à dire pour le troisième queue, au nom des eaux, qui est vieux blé. Un mois plus loin, il y a une piège de Soel. Alors, du Soel, c'est du seigle. Hein. D'ailleurs, quand on dit Schkanzwell, ça veut dire le cimetière. Ouais, c'est bien ça, hein. Moi j'ai entendu dire Schkanzwell, c'est le cimetière. Enfin, je ne sais pas pour quelle raison qu'on dit chaud, enfin bon, hein. J'ai une introduction que je ménage compte. Hein. Alors qu'il a fait je délégué. Quand ils ont vu. Attendez. Ah oui, qu'il a fait je délégué. Ben, j'ai vraiment du compliment qui est bioblé chez du bioblé. Oui, un n'est pas malin qu'il a dit à chez Amoureux. J'ai un meilleur piège. J'ai même du blé 2 ans. Comme chez Parisien, ils ne sont jamais mal pris, je délégué, il a dit oh, je voyais bien qu'il y aurait quelque chose d'un volet drôle. J'étais là. Je ne peux pas faire autrement que de vous complimenter. Après mon rapport à Schminis, il m'intropointe, vous adressez l'immeuble, hein, et puis de ce plus belle écriture, tous ces compliments, et puis peut-être causerez le convoi du mérite agricole, ou le méritez bien pour le blé extra que vous avez eu.
comme on s'en doute cheministe, ils n'ont rien envoyé du tout. Ils osent doute deviner qu'on sait tout moitié de vie, qu'on sait tout moitié tout partout, ça délégué. Et puis quand il a eu tout connu, l'histoire que je vous ai raconté loin. Voilà. Donc c'est l'histoire que je délégué. C'est quoi rire à Sturd. Quoi rire à Sturd. Alors, et puis il y a aussi un show Boukiri de Morpoint. Voilà. C'est ça, c'est Boukiri de Morpoint. Derrière ces comptes signés, il y a les comptes picards non signés pour quelques oreilles particulières. Et là, on trouve les histoires scatologiques, des histoires anticléricales, toujours avec le curé ou une bonne paroissienne. Un grand classique, mais on ose l'écrire, et pour la première fois, on le publie, quoi. Alors, on n'était pas très sûr au début que c'était Alsus le Dieu, mais en étudiant la graphie, picarde et tout, on sait qu'aujourd'hui c'est Alsus le Dieu. Et il avait tellement envie de les publier, parce qu'il l'annonce en disant, dans ses premiers écrits, il annonce ses contes un peu graveleux, quoi. Et ces contes ont été édités en 1907 par l'intermédiaire d'Henri Cardois, et il n'est plus en activité, donc c'est un peu plus facile, quoi. Parce que si jamais il est pris, bon, c'est pas très grave, quoi. Mais bon, il n'a pas été pris. À la bibliothèque d'Abbeville, ils ont quand même rangé, bien que ces contes ne soient pas signés, ils les ont rangés dans la collection d'Alsus le Dieu. Alors peut-être qu'il les avait donnés lui-même en disant ça, c'est de moi, quoi. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit dans ces... pour la première fois, c'est la seule bibliothèque où ces livres sont classés dans le chapitre Alsus le Dieu. Alors, on va peut-être en lire un de ces... Alors, celui-là, je suis vraiment du sale. Je ne suis pas dit de poésie, hein, je suis Tom Labo. Oui, je suis responsable de rien du tout. Alors, il faut dire quelques mots. Prangel, une sieste, hein. Chante. Alors parfois, oui, quand je lis du Picard, je cange à mollet parce que je remets d'un Picard. Mais ça, c'est tout à fait normal. Hein. Je dis qu'il veut vraiment dire du Picard comme il est dit, on bute. Alors, il y a des moments, il faut un mollet congé. Hein. Du moment qu'on atteint. Raguin, je ne connaissais pas. Un raguin, c'est un colérique. C'est un raguin. Raguin. Un colérique. Et puis là, un bernaté, mais lui, je connaissais un bernatché ou un bernaquet. Un bernatché, c'est souillé. En fait, un bernatché, vous allez tout de suite comprendre. Berne, c'est brun à l'envers. Hein, quand on est un bréné, c'est ça. Donc, en fait, un bernatché, c'est chic qu'il est souillé de brun. Je pense que c'est ça. Je suis un spécialiste, ce homme-là. C'est vrai, quand on raconte des histoires, il faut toujours avoir ce côté de malice. Hein. Si on n'a pas ce côté de malice. Alors, dimanche au soir, t'as un Pierrot, il nous a pas fait rire. L'oche qui le dit. Une fois dans le mois de Joseph Raguin, bon c'est un nom, je tombe là. Je cabartier de plage, en bout de plage, mais tout le je cabartier. J'imagine qu'il doit être là-bas. Hein. Je cabartier de plage, il a été joli marfou. Il faisait un cadre du diable jour et puis il a été se mettre au raffré dans cette grande salle pour faire Prangel, c'est-à-dire pour faire un chose sur il sommeillait depuis un bon moment quand il est rentré à un étranger dans la maison. En voyant personne, il a poussé le porte de la salle, il a vu ce cabaretier étendu dans du cadeau, un fauteuil, le chichi, ils sont joués sans doute, il a ouvert ses écluses tout grandes, et puis il a tiré un queue de canon à briser tout chez Carieux. On va comprendre, hein, pas bête de faire un dessin. Bon. Cet étranger, fin saisi, il a dit tout à eux, un riant agafé. On est point, on ne sait gêne mou, oh là, ça c'est vraiment piquant, on ne sait gêne noir d'aspoïlo. On ne se gêne noir, ça veut dire on se gêne guère. Hein, ouais, ça se dépude mal, en fait. C'est comme du boitieux, du gâtieux, quoi. Hein. Schraguin, donc le cabaretier, il s'est réveillé tout de suite à sursaut. Il avait de quoi, et puis coach disait qu'il m'a lâché pour tout répondre, ce style-là, il a tapé sur ce cuisse en donnant liberté à un prisonnier qui n'a fait plus de bruit que je dis que je cabaretier et qu'il voulait le mettre à l'air. Donc déjà, hein, on peut toujours comprendre, hein, on dit jamais comme il faut. Hein, Joseph, il s'est levé dans les bondis, il s'est avanché avec ses deux poings, fromé devant cet étranger en lui disant, comme un raguin, donc comme un colérique qu'il est, disez donc, on ne bougeait des poings, bon, il me semble que vous-même non plus. On n'êtes pas dans vos maisons, hein, qui dit cabaretier, je vous déchaîne, m'empêcher de faire ce que je veux à moison. Tandis que moi, j'ai le droit de vous foutre à la porte,
on n'avait que le droit de ne rien dire au bout du compte. V'lo un chican, ça se monte entre deux gens, et qu'ils avaient l'air d'être siragins aussi l'un que l'autre. Poussé à bout, jusqu'à partir, il dit, à la fin de tout, on n'est pas le droit de m'empêcher de pied d'un mi-temps de salle, qui a prendre la vie. L'étranger, à ce moment-là, il s'est mis à rire de voiture en disant, ma camarade, j'ai idée quand vous vintez l'eau de ce que je serais jamais capable de faire. Mais, bon, vous ne me connaissez point. Je vous répète qu'on ne tirait jamais d'un mi-temps de vous sale. Vous l'avez déjà fait devant? Non. Ben, on ne ferait quoi pour un nuit? Gageons. Julien. Ben, je t'envoierai. Un pistolet. Alors, un pistolet, je ne sais pas où mettre ça, un pistolet. Hein. Oh, Au moins. Enfin, on va le savoir après ça. parce qu'il va le dire après. Un pistolet, d'accord. Tout aussitôt, Joseph, il s'est abonné. Et puis il a fait ce nétron. Et puis il s'est rapproché de cet homme en lui disant d'un air tout retouselé, vous avez perdu ma camarade, payez, et puis on serait bien considéré. Un moment, pas si vite à besoin. Il faut que j'ai mesure devant, bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'avez pas gagé qu'on ferait de vos vieux chefs-d'œuvre l'eau d'un chemiton de vous sale. Bah, un petit point. Je le vois, mais il est bien visible. Aux allons savoir. 5 ans de Spock, un fichel, je voyageais, il a mesuré d'un bout et puis de l'autre, il a mesuré à droite et puis à gauche, une marchandise, écoutez bien, une marchandise, en était point d'un mi-temps de ça. On mettait 10 livres, donc un pistolet c'est 10 livres apparemment, qu'il a dit jetom à José. Et puis vous avez un bernaché, vos salles, un pur perte. Et puis honnête qu'un salou au-dessus de marché. Là, je compte dessus ce lieu. C'est facile de lire parce qu'il faut toujours se remettre à s'impliquer. Mais ça, c'est vraiment bon, à part le côté scatologique, mais c'est vraiment un bon conte, c'est un conte de malice, quoi. Hein. C'est un conte, comme on dit, à ramaliner. À ramaliner, c'est-à-dire qu'il faut être plus malin qu'un autre, quoi. Pour la petite histoire, Laurent ne connaissait pas les textes avant de rentrer tout à l'heure. Je l'ai découvert. Mais oui, non, mais cette capacité d'adaptation est assez exceptionnelle. Alors, on va terminer par le Picard. Dans les 5 tomes de l'histoire de Desmuins, il y a un tome qui est consacré à un dictionnaire Picard. C'est assez original pour l'époque parce que nous sommes en 1890 à peu près. Les dictionnaires Picard, ils ne sont pas légion. Hein. Il y a l'abbé Corblay qui a sorti un dictionnaire Picard en 1850. C'est à peu près le seul. Il y a eu Jouancourt qui était originaire de Cachy, dont le neveu était député, qui a sorti aussi un dictionnaire Picard, mais il s'est arrêté à la lettre M, il est mort avant d'avoir terminé. Et pour ainsi dire, le premier dictionnaire Picard complet, c'est à juste Dieu qui le fait. Alors, on va dire que Desmuins, il l'appelle dans le Santerre, on est aux portes du Santerre, mais on est quand même proche de la Ménois. C'est un Picard qui se lit bien. Hein. Laurent, toi qui le découvres, c'est agréable à lire, ça se lit facilement. Bien. Hein. Il y a des particularités, moi qui suis du Vimeux, qui connais le Picard du Vimeux, mais pas trop celui de la Miennois, vous faire quelques expressions qui font le délice et le charme de la langue picarde. Scoffer à capelle, hein, se dit d'une femme qui relève ses jupons pour se chauffer au foyer d'une cheminée. C'était des expressions de Desmuins. Hein. Echco, il dit c'est un capelet. Le chat fait ronron. Il a des mollets de conconnier. Et le fiant a un kéro point dessus. Il a des mollets de coq. Hein, la fiante ne tombera pas sur lui. Il vaut à les garouillettes, comme s'il a volqué dans un pantalon. Il marche en écartant les jambes. Il ne mèche point le mi-temps de sa sœur à force qu'il est avare. Hein, il mange à satiété, copieusement. Tu ressembles à un étron, à queuse. Tu fumes comme lui, quand tu sors, tu tues des glandes. Tout le monde compris, hein?
Il a été à l'école d'un chez Courjour, et puis ce magistère, il voit les cochons à remonter. Alors, bon, ça se dit beaucoup ça, mais c'est pas toujours la même expression. Hein. On verra que dans le Ponthieu et dans le Vimeux, c'est le magistère, il faut être incide. Il s'en a chez le, il a ses comptes un long, pour désigner un paresseux qui ne travaille pas beaucoup, qui ne se baisse pas pour travailler. On lui faut plus d'honneur qu'un vieux, on l'interroge avec espieux. Quand on apprend la mort de quelqu'un et qu'on lui inspire peu de respect. Il ressemble à chez Hérin, il tient sa rein, pour désigner la fierté. Alors, la philosophie du Picard est basée sur une observation de la nature versée par le rythme des saisons, par moquerie ou par caricature. Le Picard, quand il veut s'exprimer, prend souvent des images et c'est ce qui fait le charme de cette langue délicieuse. Alors, il y a quelques mots qui n'existent que dans le patois des Muins, ou du Santerre, ou peut-être proche de Corbie, mais moi j'ai relevé Ésulté pour secours, Clenville pour perquisition, c'est des mots que personnellement je ne connaissais pas. Avoir le halé pour haleter, Mahonnet pour bredouiller, Routel pour crécelle, Alcoyette au calme. Ce sont des expressions qui sont quelquefois utilisées dans d'autres patois, mais personnellement qui ne sont pas utilisées dans le Vimeux et dans le Ponthieu. Un livre entier sur le dictionnaire, et il manquait un 5e tome, il a fait une grammaire picarde. Et là, il a pris, il a eu la chance de rencontrer un savant autrichien qui s'appelait Édouard Hercal, qui à cette époque est encore étudiant et qui fait de la grammaire du Picard sa thèse de fin de doctorat. Il s'en inspire, il prend contact avec Édouard Hercal et il publie cette thèse sur la grammaire picarde avec beaucoup d'honnêteté. C'est apporté par... peut-être que Hercal n'aurait jamais publié sans le secours d'Alsus le Dieu, mais cette grammaire picarde est signée Hercal, quoi. Donc il est tout à fait honnête dans sa démarche. Je voulais terminer pour vous rappeler l'œuvre, l'utilité d'Alsus le Dieu. Ces publications qu'il nous a laissées sont tellement importantes que tous ceux qui se passionnent pour l'histoire de notre province, Alsus le Dieu est devenu un passage incontournable. Si on fait des recherches, quelles que soient les recherches, un jour ou l'autre, on tombe sur Alsus le Dieu, ou au moins sur un de ses ouvrages. Et les originaux aujourd'hui d'Alsus le Dieu sont dans les ventes aux enchères, on en trouve sur eBay, on en trouve chez les bouquinistes. Et je crois que s'il fallait réunir une somme pour vous donner une importance au niveau de valeur de son œuvre, une valeur financière, hélas, il faudrait pour acquérir ces 160 ouvrages, sortir la somme minimum de 15 000 €, voire 25 000 €. C'est énorme quand on fait la somme aujourd'hui de quelques livres qui sortent, parce que bon, il y en a qui sortent pas. Moi, il y en a que j'ai jamais vu dans les ventes encore. Alors, je vais vous donner quelques idées de prix. Hein. Le magistère de Pernois, ça vaut aujourd'hui 600 €. L'œuvre du Père d'Air en 2 tomes, ça vaut 700 €. Le blason de Picardie, les 2 tomes, 450 €. Et là où ça tombe, chez les bouquinistes, ils connaissent la valeur des choses. Alsus le Dieu n'est pas vraiment connu par tous les Picards, mais eux connaissent la valeur de ses ouvrages. Alors, Alsus le Dieu nous semble, malgré tout, aujourd'hui, un peu oublié. Abbeville, sa ville qu'il a reçue pendant plus de 28 ans, n'a pas beaucoup honoré sa mémoire. Il n'y a que des Muins, son village natal, et je voulais féliciter M. le maire, mais je ne le vois plus. Ah oui, d'accord. Mais
Je voudrais le féliciter parce que quand il est arrivé à la tête de la mairie en 1989, quelques mois après, il a donné la grande rue du village à Alsus-le-Dieu. Et c'est de ce fait-là la seule rue du département de la Somme qui possède le nom d'Alsus-le-Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes fiers, Olivier et moi, de venir ici à Demuin saluer la mémoire d'Alsus-le-Dieu. C'est comme ça, il repose aujourd'hui au cimetière de la Chapelle dans une tombe presque anonyme, coincé entre deux chapelles. On constate un petit peu comme de la différence, hein, comme s'il y avait envers Alsus-le-Dieu un petit parfum d'injustice. Alors, cet exposé n'a qu'un seul but, c'est vous faire connaître un petit peu Alsus-le-Dieu. Ma seule ambition est de vous faire partager la passion et l'admiration qu'il a suscité chez moi au fur et à mesure que j'ai découvert ce grand personnage de notre histoire locale. Voilà, il me reste à vous remercier de m'avoir écouté. Je voudrais aussi... il nous reste un petit quart d'heure seulement. Oui, il y a des battus après. D'accord. Alors s'il y avait quelques personnes qui souhaiteraient poser des questions sur Alsus-le-Dieu, est-ce qu'il y en a qui... que je sais, on a discuté tout à l'heure avec M. le maire, M. le maire faisait partie de l'équipe champion par un pays de Somme de Demuin, donc il y a peut-être des personnes qui voudraient en savoir un petit peu plus sur Alsus-le-Dieu ou qui en savent plus que ce que j'ai dit, et ce serait intéressant d'échanger. Moi j'ai une question à te poser. J'ai toujours été intrigué par les contes picards. Donc les contes picards, moi aussi j'ai vérifié comme toi, comme d'autres, c'est la graphie de Alsus-le-Dieu. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont... Les contes picards, c'est un bouquin qui a été réédité d'ailleurs, on peut le retrouver. Hein. Ce sont des contes, comme tu disais, interdits, scatologiques, licencieux, en gros, c'est ça. Alors, est-ce que ce sont des contes qui ont été écrits par lui et par d'autres, mais je pense que ça doit être principalement par lui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ma première question. Et la deuxième question, est-ce que ce sont des contes qui ont été entendus par lui, qu'il a retranscrits, ou ce sont des contes qu'il a inventés? Parce que là-dedans, ça, ce sont des contes qu'il a inventés, même s'il en a entendu des bribes. Oui, mais est-ce que dans le conte Picardie, d'après toi, ce sont des contes qu'il aurait entendus et qu'il aurait fait un petit peu travail d'intermédiaire, quoi? Moi, je pense que c'est exactement la même verbe que Quarry Astern, sauf que ceux-là sont un peu salés. Et, bon, il y en a en français, hein. Oui, c'est ça. Français, Picard. Il y en a qui sont complètement en français dans le... il a appelé ça conte licencieux du meunier de Colincan. Là, il les a signés. Là. Il les a signés. Parce que moi, ça me semble bizarre parce que parfois, pour un conte, il donne plusieurs versions. Oui. Ça, je ne veux pas dire que c'est très scientifique, mais souvent, quelqu'un qui fait travail de recensement, hein, il donne des différentes versions. Alors, je me suis quand même posé la question si c'était pas quand même, s'il n'avait pas voulu parler de contes qu'il aurait entendus, qu'il aurait recueillis. Alors c'est pour ça m'a toujours intrigué. Oui, j'en suis au même point que toi. Tout ce qu'on sait, c'est que Henri Cardois a participé à la diffusion de cet ouvrage. On est certain, parce que moi j'ai lu une lettre où il demande à Henri Cardois où en est la publication de ses contes. Hein, et il s'agit bien de ces contes-là, parce que la date correspond à... c'est écrit en 1906, donc il était encore à la bibliothèque d'Abbeville, et les contes sont sortis un an après. Donc on ne peut pas vraiment donner de réponse. Alors, non, on peut pas... Ça a toujours été ma grande interrogation. Moi, par contre, on a la certitude que c'est lui qui les a écrits. Qui les a, voilà. Enfin, qui en a fait une transcription écrite, on va dire. Voilà. Alors avec la touche d'Henri Carnois. Ouais. Tu penses avec la touche d'Henri Carnois? Oh, c'est moi personnellement. Oui, c'est ça. Je pense parce qu'ils étaient complices tous les deux. Ils étaient complices. Hein. Henri Carnois c'est un petit peu pareil. Hein. C'est un malicieux. Il aime bien raconter des petites histoires, tout ça. D'autres questions sur Alsus-le-Dieu? Est-ce que vous avez découvert qui était le personnage, ou est-ce que vous saviez déjà? Oui. Justement, c'est ce qui est fait par rapport à tout ce que vous dites sur son influence sur la Picardie ou sur l'histoire de la Picardie. Pourquoi on n'en entend pas plus parler? Pourquoi on n'a pas entendu plus parler? Il y a eu une censure quelque part, il y a eu un oubli quelque part, il y a eu quoi? Il y a un retour aux sources, je dirais qu'on en entend plus parler depuis quelques années quand même.
Mais c'est vrai qu'on peut, vous avez raison de poser la question. Non, je pense que quand je suis arrivée à la fin, vous l'avez signalé, qu'il y a un peu d'injustice dans le fait qu'il est méconnu, etc. Mais c'était ce que je me disais depuis le début, vous parliez, dire autant d'écrits, autant de volumes, autant de choses sur l'histoire locale, de la région. Oui, alors ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, vous avez une société d'édition qui s'appelle Res Universis, qui copie des livres. C'est un système de photocopie. Il divulgue ces livres un petit peu, mais bon, et ça reste un peu cher quand même. Ce qui fait qu'il y a très peu de livres d'Alsus Dieu qui ont été réédités. Je crois qu'il y en a une dizaine, pas plus, quoi. Sur les 160, c'est pas beaucoup. Ça vient aussi du fait que son œuvre, elle n'est pas beaucoup divulguée dans le département. Je veux dire, ceux qui possèdent des livres d'Alsus Dieu ne sont pas nombreux. Pourquoi? C'est tout simple. Il est édité à 50 exemplaires. Vous avez l'œuvre de, je pense au livre sur Froissart, parce que c'est pas toujours édité, c'est pas toujours indiqué le nombre d'exemplaires. Mais vous en avez quelques-uns qui sont indiqués. Moi, j'en ai récupéré un où c'est marqué 30 exemplaires. L'œuvre du père d'Air, ça a été édité à 100 exemplaires. Donc, il y a eu les guerres, il y a des exemplaires qui ont disparu, ce qui fait que ça fait, comme il n'y en a pas beaucoup, ça fait augmenter les prix. Les sociétés d'édition, c'est des livres qui sont volumineux, je veux dire, hésitent à les republier, ce qui fait que son œuvre n'est pas connue, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dans les bibliothèques. Et il faudrait que ce soit réédité à 1000 exemplaires et puis que chaque bibliothèque de village possède au moins une dizaine de livres d'Alsus Dieu, quoi. Hein, vous êtes la seule bibliothèque de village à posséder à peu près une dizaine d'ouvrages d'Alsus Dieu. Sinon, à part Abbeville, Amiens, à Péronne, il n'y a presque pas de livres d'Alsus Dieu. Hein, il y a eu la guerre. À Rouen, où il a donné beaucoup de livres parce qu'il aimait cette bibliothèque, parce que c'était sa première bibliothèque, il n'y a pas de livres d'Alsus Dieu. La guerre est passée par là, quoi. Je crois que ça explique en partie le fait que... Mais on va se charger de le faire connaître. Mais moi, je ne suis pas pessimiste pour Alsus Dieu. Je pense que, parce que là, on a redécouvert, c'est très important ce que tu disais pour l'édition, parce que Carnoy, je vais vous donner un chose près, Carnoy, c'était Littérature orale de Picardie, un ouvrage de 1894, par là, dans ces années-là, qui a été réédité en 1967, un truc comme ça, ouais, en Suisse, dans Maisonneuve et la Rose. C'est vraiment une maison spécialisée. Il ne restait plus que peut-être une vingtaine, une trentaine d'exemplaires. J'ai réussi à les racheter. Parce que par des, je ne veux pas dire comment. Enfin bref, j'étais content. Il m'en restait une vingtaine, une trentaine que je voulais les donner aux gens dont je savais qu'ils allaient bien utiliser. Mais là, heureusement, 70 ans après, Ouest France vient de rééditer ce qui fait que c'est tant mieux. Ouais, ouais. À ma trentaine, je pourrais les refiler, c'est pas grave, quoi. Ouais. Mais au moins, Henri Carnoy, il va rester parce que maintenant, je dis aux gens, si vous voulez connaître des contes Picard, s'il n'y avait qu'un seul livre à avoir, c'est celui-là. S'il y avait un deuxième livre à avoir pour les contes Picard, un petit peu pour l'esprit Picard, ce serait les blasons de Le blason populaire de Picardie. Je suis étonné qu'aucune maison d'édition n'ait réédité ce livre. C'est une saveur exceptionnelle. Et à 70 ans passés, il est mort en quelle année? 1912. 70 ans passés, ça m'étonnerait. Ce serait bien un diable qu'il n'y a pas un de ces jours une maison d'édition qui ne va pas les rééditer. Oui. Hein, parce que peut-être à Abbeville, mais bon, et c'est... Profiter de 2012 pour aller passer un peu mais c'est certain que le jour où une maison d'édition va rééditer ce bouquin-là, peut-être ce qui serait encore bien, c'est qu'il sera noté chez Papillefin, on met quoi chez Cupon 2, c'est ça, hein, chez Cupon 2, quoi. Le jour où une maison d'édition va rééditer ce bouquin-là, c'est quand même un bouquin phare, t'es d'accord avec moi, hein, ce n'avait qu'un, c'est celui à retenir, hein, ce n'avait qu'un, hein, ou les deux, enfin, il y a deux tomes, en fait. On semble d'accord. Hein, on est d'accord. Ce jour-là, c'est certain que les gens diront « Ah, juste Dieu !» Mais c'est extraordinaire, quoi. Il suffira de ça. Parfois, c'est une question d'édition, tout simplement. D'ailleurs, moi, j'ai relu les journaux de 1950 dans l'Abbvillois. 1950, c'était le 100e anniversaire de sa naissance. Pas une ligne. Pas une ligne. On est au lendemain de la guerre, hein. Mais bon, Praron qui avait moins écrit, qui était sur Abbeville, c'était un notable, il avait été maire, etc. Et Praron, il a sa statue à Abbeville, il a une rue,
puis pour la suite de Dieu, rien. Mais l'œuvre de la source de Dieu est tellement forte, il suffit qu'il y ait quelques étudiants qui se jettent là-dessus, une édition, et ça y est, c'est reparti. On n'a pas à s'en faire. Hein. C'est une question de temps. Pour moi, c'est une question de temps. Après, bien sûr, il y a le côté du Picard. Bon, il y aura de moins en moins de gens qui vont comprendre le Picard. Hein. Peut-être qu'il y aura des versions, peut-être des traductions de... Moi, je crois qu'un de ces jours, il y aura des traductions de ce Oui, il faudrait commencer par le blason et rééditer le blason. Rééditer le blason. Parce qu'il y a des choses qui sont... Moi, je peux vous dire qu'au niveau des compteurs, parce qu'il y a une mode hein, chez les compteurs. Moi, j'étais le premier compteur professionnel en Picardie. Maintenant, des compteurs professionnels, il y en a un paire. Hein. C'est normal, c'est tant mieux. Hein. Il y a un peu pour tout le monde. Mais peu de compteurs connaissent cette richesse-là. Le jour où ils se rendront compte qu'il y a des choses très fortes. Bon, parfois, c'est des grosses histoires, mais il ne faut jamais croire. Derrière les grosses histoires, il y a toujours beaucoup de finesse. Hein. Comme l'histoire de Stom qui est au pied tout chaud, en fait, c'est très très simple. Hein, parce que c'est vraiment un truc de malice. Hein. Et puis même, parfois, on dit les choses en disant d'autres mots et tout ça. Mais le jour où ils verront cette richesse-là, ils se jeteront dessus. C'est évident. Hein. Notre tort en Picardie, c'est qu'on n'arrive pas à bien faire connaître ce qu'on a. Mais ça change, hein, ça change vite. Hein. C'est pour ça que je ne suis pas pessimiste, moi, pour ce Dieu. Hein. Ce sera une question de circonstance. Hein. Parce que là-dedans, il y a vraiment des histoires qui sont savoureuses. Alors, comme dans Picard, tout le monde n'y a pas assez, il faut le reconnaître. Hein. Mais d'autres questions sur ce Dieu? Il y a aussi une chose, c'est que non seulement les historiens, les compères, il écrit des contes, mais c'est aussi un témoin de son temps, parce qu'il a écrit un bouquin sur les jeux Picard, qui est très intéressant à voir, parce qu'en fait, il a fixé le souvenir de certains jeux qui ont totalement disparu des mémoires, je pense. Des articles de presse, hein? Des articles de presse? Un bouquin. Oui, mais je crois que c'est des articles de presse. Là où on avait trouvé le jeu de Tatu, par exemple, c'est peut-être une partie d'un livre. C'est sur les... Dans l'histoire de démons. D'accord, dans les coutumes. D'accord. Ah ouais. D'accord. Ah oui, c'est une référence à une tradition de témoin. Hein. Ça fait partie de la richesse. Donc là, c'est un témoignage. Absolument. Non, mais ça corrobore tout ce qu'on a dit. Il y avait une autre question derrière? Si c'est réédité, les livres, ils seront vendus cher? Non, donc c'est réédité, parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur. C'est pour ça que c'est 70 ans après, comme à Henri Carnois. En fait, Ouest-France, ils ont été malins, ils l'ont édité 73 ans après, c'est ça, je pense. Hein. Ben, pas de droit d'auteur. Vous vous rendez compte alors ensuite, bon, ils sont passés par une universitaire pour donner une espèce de caution scientifique, qui a rajouté quelques comptes en plus, c'est intéressant, et on a retiré certains. Mais bon, ça c'est un choix des pétitions. André, c'est un étudiant qui fasse ça. Voilà. Oui, c'est ça. Ce qui faudrait, c'est qu'il y ait des étudiants, on dit toujours à Jean-Michel Edouard, de pousser des étudiants qui passent leur tête sur Henri Carnois et à Source de Dieu. Là, ils auront de la matière. Là, ils auront de la matière. Et vraiment, ils sortiront des choses. Voilà, ils auront des choses intéressantes. Mais il suffit de peu. Quand tu parlais des éditions, ils doivent se faire de l'argent incroyable avec ces rééditions. Ouais, ils éditent à l'unité. Maintenant, il y a un système. Je veux dire, c'est un système de photocopie. Hein, ils mettent ça en mémoire, et puis quand on leur demande 3 ou 4 exemplaires, ils en sortent 3 ou 4. Donc, ils prennent aucun risque. Oui, il suffirait de sensibiliser quelqu'un. C'est une question de sensibiliser quelqu'un au général ou général en disant voilà, il y a un livre, bon, peut-être qu'ils partiront, quoi. Hein, parce que ce qui est intéressant dans le bouquin sur le blason populaire, c'est pratiquement pas tous les villages. Hein, il n'y aura pas tous les villages. Hein. Il y a 500 sur 780. Ah, donc c'est pas mal quand même. Bon, ben, pratiquement tout le monde trouve son compte parce que si c'est pas Saint-Chopoï, ça va être Chopoï d'à côté. Ou Chopoï de Sfam, ou Chopoï de Chégos, vous voyez. Ah oui, on aura toujours cette anecdote. Ce qu'il y a, c'est qu'il mériterait d'être annoté. Moi je pense, ce que t'en penses. Parce que de rajouter les blasons qui n'y sont pas. Quoi. Ah oui, parce que bon, il en manque un peu. Par exemple, je vois chez Lapin Blanc d'Ignaco, ils ne sont pas, je crois, par exemple. Avec quelque chose comme ça. Puis même sur des muins. Même sur des muins. Chez Cupon 2. Et puis, il y a aussi des blasons récents. Je vois par exemple à Nord, donc Naour, il y a chez Grotte, là, ouais, c'est souterrain chez des Muches. Hein. Acheteur, chez nous, on s'appelle chez Ours. Pourquoi? Parce qu'il y a des souterrains. À cette époque-là, on ne disait pas. Donc c'est un blason qui est plus après. Il suffit de peu. Hein. Toi, tu as des relations, hein, c'est bien parlé. Voilà, bah, monsieur Deverne, on va conclure. Oui. Avec le livre Picard et les deux Picard. Voilà, bah, merci à tous.